J-3 avant la fin de l'ultimatum de Trump à Poutine. Le président américain menace le maître du Kremlin de sanctions sévères s'il n'arrête pas la guerre en Ukraine d'ici vendredi. Malgré ces menaces, l'armée russe poursuit son avancée sur le front. On en parle avec mes invités. Bonjour Aglaé Achechova, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Russie, chargé du domaine russe à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Vincent Hugeux est avec nous. Bonjour Vincent, grand reporter et essayiste. Et le général François Chauvency nous a rejoint également, consultant géopolitique LCI. Vincent, d'abord sur l'actualité de la matinée, puisque l'armée russe vient d'affirmer avoir conquis un nouveau village. On est dans l'est de l'Ukraine, dans cette région de Dnipropetrovsk. C'est un terrain sur lequel les Russes en ce moment grignotent du terrain. C'est effectivement le concept idoine. Il s'agit d'un grignotage continu qui s'est intensifié et accéléré ces derniers mois. Lorsque l'on compare le nombre de kilomètres carrés conquis depuis février-mars de cette année 2025, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une intensification du dit grignotage. L'un des éléments cruciaux du moment, on le voit sur cette carte, c'est l'éventuelle vulnérabilité de Pokrovsk, puisque après 26 mois d'efforts, les Russes ont réussi, semble-t-il, à conquérir l'intégralité de la ville de Chassivyar, qui est un promontoire, qui permet ensuite d'avoir une vue plongeante sur d'autres objectifs. Donc c'est stratégique, c'était stratégique. Oui, c'est d'un intérêt stratégique indéniable, puisque ça vous donne une sorte de vue panoramique, notamment sur un axe routier essentiel qui s'appelle l'autoroute T0504. Et puis vous avez également un autre objectif qui semble se dessiner, qui est un peu plus à l'ouest, qui s'appelle Kostiantynivka. Il y a en ce moment une manœuvre d'enveloppement, d'encerclement qui semble en cours. Pour autant, il ne s'agit pas de cet effondrement que les russophiles impénitents annoncent pour hier matin depuis des mois. Il n'y a pas d'effondrement des défenses ukrainiennes, elles sont encore robustes, mais il est parfaitement clair qu'il serait inepte de nier que l'accélération de ce grignotage est un facteur d'inquiétude pour Kiev. Pokrovsk, c'est un nœud stratégique, notamment parce qu'il y a des routes qui arrivent à ce niveau-là, et donc c'est stratégique général pour les forces de Kiev, ce point-là. Oui, mais enfin, tous ces points sont des points pas vitaux, mais pas loin sur la ligne de défense ukrainienne de toute façon, que ce soit du nord au sud. Effectivement, Pokrovsk aujourd'hui c'est un combat permanent depuis des mois, comme les autres. Chaque fois qu'il y a une ville, de toute façon, c'est un combat très difficile. Il y a un débordement par le sud-ouest. Actuellement, il semblerait bien que par le nord aussi, il y ait un débordement et que des troupes russes soient infiltrées dans Pokrovsk aujourd'hui. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude, avec néanmoins un certain nombre de contre-attaques ukrainiennes pour essayer de désengager la ville. Ça, c'est la réalité au sud. Au centre, on vient d'en parler, mais on peut revenir sur Kupiansk. Kupiansk, après qu'il y ait quelques infos qui circulent actuellement, c'est aussi un combat de longs mois, sinon presque d'années, on pourrait dire, avec un débordement cette fois-ci par l'ouest, contre-débordement nord-ouest, mais aussi par le sud actuellement, où les troupes russes seraient au contact des lisières sud de la ville. Progression difficile, pour une raison assez simple, c'est une zone assez marécageuse, beaucoup de cours d'eau, difficile à franchir, donc plus facile à défendre pour les Ukrainiens. Voilà, donc la pression est constante, la pression est importante, il y a des pertes de terrain, oui, mais il est vrai que la ligne ukrainienne de défense tient pour l'instant, mais on constate quand même que la pression, elle est là en permanence. Vincent Hugeux, comment les Ukrainiens s'organisent pour tenter de résister au maximum face à ce grignotage? D'abord, ils n'ont évidemment pas attendu l'intensification que l'on dépeint ici pour consolider leur dispositif défensif. Ils ont de lignes de défense robustes et leur souci, il est toujours le même au fond, c'est de gérer la pénurie. Gérer la pénurie d'effectifs, le renouvellement, parce que vous avez des combattants qui sont exténués, dont certains n'ont pas eu de permission ou de relâche pendant des mois. Vous avez un âge moyen du soldat ukrainien qui est supérieur à 40 ans, ce qui est assez insolite, et ce qui prouve que les efforts qui avaient été accomplis pour essayer d'inciter des jeunes à s'engager, avec des offres financières, professionnelles, en abaissant l'âge minimal de conscription, etc., n'ont pas porté les fruits escomptés. Donc, vous avez cette pénurie d'effectifs, pénurie d'hommes, et puis vous avez toujours, alors même si elle est moins aiguë
depuis quelques mois des risques de pénurie de matériel et de munitions. Il semble qu'en ce qui concerne l'artillerie, il y a eu une sorte de recomposition des stocks, mais on est en permanence dans cette tension avec un autre facteur qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les avancées russes incontestables que l'on évoque ici se font au prix de pertes colossales, qu'il est très difficile d'estimer. Il y a des chiffres contradictoires, invérifiables en l'occurrence, entre les morts, les blessés graves, les blessés légers, etc. Mais c'est vrai que ces conquêtes, ne l'oublions pas, se font à un prix assez prohibitif humainement. Alors on a des images de l'hôpital de campagne des Ukrainiens près de Pokrovsk et le personnel de cet hôpital de campagne qui prend en charge donc les soldats ukrainiens blessés affirme que les troupes russes ont avancé de 8 à 10 km le mois dernier. Écoutez. La frontière a bougé ici de 8 à 10 km le mois dernier. Notre point d'appui a été déplacé. Nous ne savons pas combien de temps nous resterons ici. Aglaé Achechova, donc un hôpital de campagne qui doit être déplacé, c'est-à-dire que ces actions des Russes aussi désorganisent complètement l'organisation ukrainienne qui est en face. Oui, et la stratégie tactique russe, elle est changée parce que maintenant, c'est les tout petits groupes de 1 à 2, 3 personnes qui essayent de glisser entre les militaires ukrainiens pour déstabiliser justement la logistique. Et c'est très difficile de dire, enfin, les cartographes s'arrachent les cheveux pour comprendre où se trouve la zone grise parce que à Pokrovsk, il y a les témoignages de 1000 blogueurs russes et des Ukrainiens que dans les caves de la ville sont tantôt les Ukrainiens, tantôt les Russes, et c'est un maillage très fin qui est très difficile à estimer. C'est vrai que les pertes russes sont énormes. Actuellement, on avance jusqu'à 30 personnes par kilomètre carré dans cette zone-là. Aux Premières Guerres mondiales, par exemple, en 1915, pendant l'attaque de Brusilov, c'était 4 personnes par kilomètre carré. C'est énorme. Et moi, je pose la question à combien la Russie va tenir cet effort, parce que, bien sûr, on a parlé tout à l'heure, une seule mort suffit pour arrêter cette guerre, ou au moins changer son cours. Et cette mort est attendue loin du front et plutôt du côté de Moscou. Mais entre autres, les Russes sont vraiment en difficulté économique, et je parle plus de ce que je connais, parce que même la chef du Parlement russe parle d'économies drastiques qu'ils doivent appliquer sur le budget de l'année prochaine. Donc on sent que l'économie russe est tendue, avec les baisses de l'activité industrielle, des recettes pour tout ce qui est exportation, avec le déficit du budget qui est prévu déjà 6 fois plus qu'on attendait au début de l'année. C'est aussi ça qui va jouer sur cet avancement sur le front. Et je rappelle d'ailleurs que Donald Trump a promis, a menacé de sanctions sévères Poutine si jamais il n'arrête pas la guerre en Ukraine d'ici vendredi. Un mot général, Chauvency, sur ces soldats russes, ceux qui sont envoyés du côté de Pokrovsk. Est-ce que effectivement ce sont les soldats les plus aguerris ? Je ne peux pas vous répondre. La logique voudrait que de toute façon, avec la guerre à laquelle nous assistons depuis des mois, au bout d'un moment, de toute façon, si vous n'êtes pas mort, vous êtes aguerri. C'est un peu cynique ce que je dis, mais c'est la réalité. Sauf qu'ils ne vivent pas plus que quelques semaines, paraît-il, sur le front, oui, si on entend les blogueurs. Je veux bien qu'ils meurent au bout de quelques semaines, mais il y en a toujours. Ça prouve qu'il y en a quand même qui survivent. Ouais. Donc, nous sommes dans l'aguerrissement, finalement. Mais c'était pareil pour la Deuxième Guerre mondiale, avec les soldats américains, qui avaient énormément de pertes dans le premier mois parce qu'ils n'étaient pas aguerris, et que à partir du mois suivant, ils avaient appris à ne pas à se faire tuer. Et donc, les survivants, qui étaient en plus grand nombre, heureusement, pouvaient mener le combat. Donc là, dans la même situation, effectivement, on a beaucoup de retours disant bah oui, il y a un mélange de soldats fraîchement mobilisés ou volontaires, aguerris. Moi, ce que je vois simplement, c'est que peu importe l'analyse qu'on en fait, dans la mesure où dans les combats, on voit que les Russes avancent, ça prouve que quand même les troupes sont quand même aguerries face à un ennemi qui l'est aussi. Voilà, donc il y a une progression, c'est une réalité. Sur les pertes, effectivement, c'est très difficile de le dire, mais si on comparait avec les pertes ukrainiennes telles qu'elles sont relatées d'ailleurs dans la presse occidentale, quand on prépare des cimetières pour
pour 160 000 morts, comme ça se passe en Ukraine, Le Monde il y a 15 jours, ça prouve quand même qu'il y a beaucoup de morts. Quand on parle de 50 000 mutilés du côté ukrainien, ça veut bien dire qu'il y en a peut-être au moins 100 000 du côté russe. Quand on voit aussi le coût d'après-guerre, ça va être énorme en termes de réparation des uns ou des autres. Donc on est bien dans une guerre d'attrition. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés, mais c'est vrai qu'il y a toujours la ressource humaine qui est extrêmement surprenante. Vincent Hugeux. Avec un facteur qui sans doute complique la donne côté ukrainien, vous savez que la grammaire de la guerre change en permanence, on en est les témoins. L'usage de plus en plus massif de drones de plus en plus sophistiqués complique considérablement les tâches défensives. Vous n'êtes plus contraint aujourd'hui de sacrifier systématiquement et exclusivement de la chair à canon. C'est-à-dire que les modèles de drones qui sont utilisés aujourd'hui sont bien plus subtils que les Shahed 136 iraniens du début, puisque vous avez maintenant un drone qui est une sorte d'adaptation, de modernisation de ce Shahed, s'appelle le Geran, c'est-à-dire géranium en russe, Geran 2, Geran 3 maintenant, et fait assez surprenant. La télévision russe, voilà un peu plus d'une semaine, a diffusé un reportage sur ce qui a été présenté, à tort ou à raison, comme la plus vaste et la plus secrète, ça c'est un peu moins vrai maintenant, des usines de fabrication de drones en territoire russe. Et précisément, on produit ces drones. Et en plus de ces essaims de drones qui contribuent à l'épuisement des défenses ukrainiennes, vous avez aussi des drones leurres maintenant.